l'honneur aujourd'hui de modérer cette table ronde sur la responsabilité des médias dans la montée de l'extrême droite. On va se poser des questions sur leur responsabilité, leur complicité dans la montée de l'extrême droite. Donc avec moi, j'ai Alan Wakrat, qui est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à la Sorbonne Nouvelle, enseignant-chercheur à la Sorbonne Nouvelle. Il inscrit ses travaux dans l'économie politique critique des médias et du numérique. Il a notamment travaillé sur Valeurs actuelles et la contribution des principaux médias à l'amplification des polémiques créées ou diffusées par le journal d'extrême droite. Est-ce que je vais trop vite pour un peu plus rapidement? Ok, pardon, je parle un peu rapidement. Daphné Deschamps, qui est juste à ma droite, est journaliste au pôle enquête de Street Press. Elle est spécialiste des extrêmes droites. Elle a travaillé pour Politis et Mediapart sur la même thématique. Et enfin, Elena Berkaoui, rédactrice en chef du Bondi Blog, est spécialisée sur les sujets liés au quartier populaire, politique de la ville, violence policière, logement. Et auparavant, elle était journaliste indépendante et elle a collaboré avec Public Sénat et Mediapart notamment. Voilà, donc merci à tous d'avoir accepté cette table ronde, cette invitation. Donc on va commencer avec un petit peu de contexte. Donc qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de montée de l'extrême droite? Donc pour ceux qui ont raté un épisode, aux législatives, ils ont fait à peu près 33,15%. Et ça représentait à peu près 11 millions d'électeurs entre le RN, les LR alliés au RN et Reconquête. Puis, et avant ça, aux européennes, c'était 9 millions de voix quand on ajoutait le RN et Reconquête, et ça représentait 37% des votes. Au-delà des chiffres, leurs idées infusent. On a eu la loi séparatisme, on a eu la loi immigration, on a eu la proposition sur les restrictions autour des transitions pour mineurs. Maintenant, on a un gouvernement au pouvoir avec le soutien tacite de l'extrême droite qui a infléchi Dixit d'un tweet de la politique du gouvernement. Dixit Guillaume Bigot, député RN, il me semble. Cette politique est bien incarnée par Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui parlait il y a peu des belles heures de la colonisation et prend déjà la relève de Gérald Darmanin sur la surenchère anti-immigration. Ça va pour la rapidiser. Autour de cela, on a un écosystème médiatique qui n'a pas toujours l'air au rendez-vous de l'histoire, avec une emprise de plus en plus puissante du monde Bolloré et confrères. Radio, télé, médias, le JDD, Europe 1, CNews, ces médias sont aussi entourés d'une sphère raciste, islamophobe, anti-wokiste, allant de Valeurs actuelles, Livre noir, au magazine Franc-Tireur. À côté de cela, on a des médias mainstream et des médias de gauche dont on va aussi interroger la responsabilité dans la diffusion de ces discours et de ces idées. Voilà, donc voilà pour la petite présentation. Un diagnostic un peu sombre. Daphné, est-ce que tu peux commencer en nous expliquant un peu, donc toi tu couvres l'extrême droite, les mouvements d'extrême droite, les personnalités d'extrême droite, leur organisation, leur passage à l'action. Comment toi tu les as vus dans les dernières années? Est-ce qu'ils sont en train de prendre la confiance ou est-ce que en fait, c'est toujours la même chose mais il y a un mouvement politique qui est plus fort autour d'eux? Qu'est-ce qui se passe? Sur comment est-ce que ça évolue ces dernières années, on a tendance un peu à dire que oui, il y a eu une soudaine percée, que tout ça est arrivé d'un seul coup, etc. Moi, je suis pas du tout d'accord. En fait, on est dans une continuité qui date de Mitterrand. Là, si on regarde, on est sur une pente glissante. Ça dépend comment est-ce qu'on la prend. Est-ce qu'on considère qu'on descend vers le fascisme ou que le fascisme est sur une pente ascendante? Mais quoi qu'il arrive, elle est plus ou moins constante depuis les années Mitterrand. Après, sur la normalisation ou non, et sur est-ce qu'ils prennent la confiance, je dirais pas qu'ils prennent la conscience, je dirais qu'ils ont conscience qu'ils ont gagné, sans vouloir casser l'ambiance. Je dirais même d'ailleurs qu'en juillet, ils n'ont pas perdu. Alors certes, ils n'ont pas gagné ce coup-ci, mais ils n'ont pas perdu. Et en tout cas, il y a ce qui est important à comprendre pour moi, c'est qu'il y a un continuum vraiment entre ce qu'on va appeler l'extrême droite crépusculaire, l'extrême droite violente, celle qui fait le plus peur, c'est celle qui tabasse des gens dans la rue, c'est celle qui sort le 9 juin pour aller casser du PD. Enfin voilà, je mets des guillemets autour de ça, mais c'est ce qui a vraiment été déclaré par ces gens-là en garde à vue. Celle qui agresse des drag queens, enfin toute cette extrême droite-là, en fait, elle est dans un continuum total et parfait avec l'extrême droite électoraliste, l'extrême droite des partis, elle travaille avec. Voilà, donc je dirais pas forcément qu'ils ont pris la confiance, je dirais qu'ils ont conscience
de leur place et de leur légitimité en fait dans la situation actuelle. Légitimité, pas dans le sens où je pense qu'eux sont légitimes, mais dans le sens où littéralement tout le système médiatique et politique les légitimise. Et voilà. Elena, toi, d'un autre côté, le Bondi Blog qui travaille sur les quartiers depuis la mort de Ziad Ebouna en 2005, comment est-ce que toi tu vois, de ton point de vue, la montée de l'extrême droite affecter les quartiers populaires, les personnes racisées? Comment c'est vécu par les personnes qui sont souvent aussi visées par les discours de l'extrême droite? Comment est-ce que ça se vit et se traduit médiatiquement? Je rejoins évidemment ce que Daphné dit. Il y a un continuum, c'est pas quelque chose qu'on découvre. Il y a des évolutions, c'est-à-dire qu'on a vu les chaînes d'information continuer à arriver et devenir de façon plus en plus saillante des relayeurs en fait, de l'idéologie d'extrême droite, avec le rachat par Bolloré de Canal+, et de la transformation d'ITélé en CNews et tout ça. Donc en fait, moi je le vois comme quelque chose qui se crante en fait. Ça, médiatiquement, ils prennent des pôles, que ce soit voilà, ces achats qu'on voit de plus en plus, les maisons d'édition qui sont rachetées. Là, on a vu Fayard, on voit que le livre de Zemmour, le Suicide français, que j'avais fastidieusement essayé de lire, franchement, c'est horrible, mon Dieu. Bref, voilà, va lui aussi être adapté en série par Canal+. Donc, en fait, c'est des choses qu'on voit grimper, quoi. C'est vraiment la petite bête qui monte. Et en fait, effectivement, il n'y a pas de surprise. On parle beaucoup de Bolloré, mais Bolloré, en fait, il est arrivé sur un terreau fertile où les idées racistes ou les idées d'extrême droite, plus ou moins validées comme telles, elles étaient déjà là. Donc, personne ne tombe de sa chaise. Après, sur la réception chez les personnes qui sont ciblées par ce genre de discours, que dire à part c'est une violence. C'est une violence, et c'est une violence encore une fois qui n'est pas nouvelle. On en parlait récemment au Bondi Blog. Moi, j'ai un souvenir très net de 2002, quand Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de l'élection, et où on se demande dans la cour de récré dans quel pays est-ce qu'on va partir derrière. Et en vrai, c'est quand même questionnable, ça pose quand même la question de comment est-ce qu'on se construit en tant que citoyen quand on nous dit assez clairement que notre place en France, elle n'est pas légitime. Ça pose vraiment une question. C'est comment on se construit, comment on se projette, qu'est-ce qu'on s'autorise. Enfin, ça pose énormément de questions. Et en fait, ces crachats permanents, qu'est-ce qui provoque? Moi, je ne suis même pas en mesure de le dire. Je pense que c'est une violence constante dont on ne mesure pas encore les effets sur la santé mentale des gens, sur comment ça va affecter leur vécu, leur construction de soi, la manière dont ils vont voir la société à l'extérieur, le racisme que ça peut autoriser et engendrer. Et je suis très contente que le Bondi Blog soit invité par la JL, parce que c'est effectivement des problématiques qui communiquent. C'est-à-dire qu'en fait, les populations minorisées, que ce soit sur des questions de race, de genre, tout ça, c'est les mêmes mécanismes. Donc la JL est très bien placée pour le comprendre. Donc il y a ce mécanisme-là. Après, nous, ce qu'on voit au Bondi Blog, on a vécu là des périodes... moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme d'accélération. Il y a une forme d'accélération, il y a des séquences où physiquement, professionnellement, on se fait tabasser. Quand on a passé Naël, qu'on a fait la rentrée, qu'on s'est tapé les abayas, que derrière, il y a eu le 7 octobre, avec une couverture... qui, au-delà de tout, était quand même extrêmement raciste sur ce qu'on a pu dire des jeunes de quartier populaire. En fait, il y a un peu le sentiment de quand est-ce qu'on sort la tête de l'eau et on reprend une respiration. Ça, c'est quelque chose... en tout cas, je pense qu'on le ressent tous. Je pense qu'on peut dire physiquement. Physiquement, et moi, ce qui m'inquiète, c'est... En fait, il faut savoir que le Bondi Blog, c'est un média associatif. Donc, en fait, on forme beaucoup de jeunes journalistes. On a une prépa d'accès aux grandes écoles de journalisme, parce qu'évidemment, le public qu'on a, c'est un public de jeunes de quartier populaire, donc qui n'a pas forcément les moyens financiers, qui n'a pas forcément le capital social, culturel pour accéder à ces écoles-là. Je ne vais pas dire son nom, mais j'ai l'exemple en tête d'un jeune
d'un jeune qu'on a qui est très bon, qui est passé par la prépa, par notre prépa égalité des chances avec le SJ Lille, qui a fait son alternance dans d'un des médias les plus prestigieux qui puissent exister dans ce pays, et qui, après Naël, après le 7 octobre, nous dit très clairement, en fait, le journalisme, haras, c'est bon, c'est fini. Je veux plus faire ça. Et quand on voit, et je peux vous dire qu'on est plein à lui dire, fais pas ça, parce que si des gens comme toi partent, on va se retrouver, enfin, c'est pas le but, c'est pas notre projet. Mais concrètement, tu me demandes, c'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est ça. C'est qu'en fait, bosser dans une rédaction où il ne bosse pas à Valeurs Actuelles, évidemment, parce qu'il ne l'aurait jamais pris, mais quoique bosser dans des rédactions... comment? Il l'aurait peut-être pris pour une caution. Oui, comme ils aiment bien prendre par ailleurs, on n'est jamais à l'abri de... Comme la police nationale. Mais... j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais comment ça l'a affecté, et c'est ça que ça coûte quoi, aux gens, notamment aux journalistes racisés en rédaction. Ouais, c'est ça, c'est que les journalistes racisés en rédaction, et ça, l'AJAR fait un super travail d'explication, d'explicitation là-dessus, c'est que aussi devoir expliquer en quoi le respect de la dignité des vies des personnes minorisées, c'est quelque chose sur lequel il faut peut-être s'arrêter de temps en temps. Et ben en fait, c'est pas viable. C'est très compliqué de travailler dans une rédaction où on est obligé de répéter que, je vulgarise, mais clairement, que la vie d'un arabe compte, que la vie que nos vies comptent, quoi. Pour expliquer ce que tu référençais, après le 7 octobre, à l'AJAR, on a remarqué assez rapidement qu'il y a eu une fronde dans les rédactions, en gros, contre les journalistes racisés, à qui on prêtait des allégeances cachées au Hamas, etc. Enfin, vraiment des trucs assez atroces, des blagues très vaseuses sur leur lien supposé avec le terrorisme. Et donc, on avait à l'époque fait un communiqué pour dénoncer le racisme dans les rédactions. Qui est quand même de la responsabilité en fait, des employeurs normalement de protéger leurs employés contre le racisme, mais bon, cette responsabilité a l'air d'être oubliée pour beaucoup de rédactions. Voilà, donc ce que tu dis rejoint la réalité qu'on a décrit aussi avec l'AJAR et que beaucoup de membres de notre association ont vécu, très mal vécu en général, avec très peu de recours possibles. Voilà, enfin, les discriminations au sens large dans une entreprise en général, c'est difficile à objectiver. Donc c'est des choses qu'on vit souvent seul, et donc d'où l'importance d'associations comme l'AJL, l'AJAR, PLU, pour pouvoir s'organiser et lutter pour des rédactions qui soient un peu délestées de ces choses-là. Donc on a fait un petit peu un diagnostic, mais maintenant je vais me tourner vers Alan pour que tu nous expliques un peu le système médiatique, notamment de l'extrême droite. Et donc toi tu as bossé sur Valeurs Actuelles, et du coup j'aimerais bien que tu nous expliques un peu le rôle de ce média, de ce trublion, je ne sais pas comment exactement le qualifier. Quel effet il peut avoir comme média un peu moins institutionnalisé, si c'est le bon terme, tu pourras me dire si c'est un mauvais terme, dans le paysage médiatique. Donc, merci pour l'invitation. J'ai effectivement travaillé sur Valeurs Actuelles et ça partait d'un étonnement, c'est-à-dire qu'on faisait une enquête sur les différentes rédactions du journalisme français, du journalisme web, et on s'est trouvé face à un hôtel particulier dans le 7e arrondissement à Iéna, et donc il y a un journaliste qui a des moyens, donc qui a des soutiens aussi et des ressources pour véhiculer ses idées. Et je trouvais ça assez étonnant au premier abord, c'est-à-dire que la contestation, habituellement, elle est plutôt du côté de médias indépendants, aux ressources fragiles, et là on n'était pas du tout face à ce type de configuration-là. Donc j'ai eu envie de comprendre et d'enquêter, d'autant plus que Valeurs Actuelles, à ce moment-là, en 2020 et en 2021, il défrayait la chronique. Il y a eu un certain nombre de polémiques. Il y a eu une polémique autour de Daniel Obono, qui a été caricaturé en esclave dans un roman feuilleton d'été, un roman fiction. Donc voilà, on pouvait représenter ça dans l'espace public et ça pouvait devenir le sujet principal de discussion, faire réagir jusqu'au plus haut niveau de l'État, faire l'agenda quelque part avec ces faits divers à prendre d'assaut en fait l'agenda médiatique pour qu'on se focalise sur ces idées, ces thèmes et qu'on discute de ça. Et c'est quand même assez fou, hein, et même les réactions d'indignation à ça. Et puis après,
un an plus tard, il y a eu une tribune de militaires qui disait bon, si finalement vous n'êtes pas capable de faire régner l'ordre dans ce pays, nous on va s'en charger, et nos camarades d'active, et en fait, bon, voilà, c'était des généraux, pour la plupart en retraités, mais cette capacité en fait, à faire réagir la ministre des Armées, à être au plus proche de l'État, ça interrogeait. Et ça interrogeait notamment sur le support, les ressources dont il disposait. Et quand on enquête, on s'aperçoit que c'est des grandes fortunes françaises et que Valeurs Actuelles, c'est pas du tout un journal, un magazine. Bon, c'est un magazine qui fait de l'agitation politique, fasciste, et qui cherche vraiment à ce que ces thématiques pénètrent le cœur de l'agenda. Mais il est aidé. Et donc ce qu'on voit, c'est aussi les relais qui lui permettent, l'invitent sur les plateaux, font réagir, donnent de la place à Danielle Obono pour qu'elle dise non, effectivement, c'est indigne ce qui m'arrive comme traitement, mais aussi au rédacteur en chef de Valeurs Actuelles pour qu'ils puissent se défendre eux-mêmes de cette attaque qu'ils ont produite contre une personnalité politique, députée de la République. Et donc ça interroge notamment sur le soutien politique, les soutiens politiques et médiatiques dont bénéficie Valeurs Actuelles. Ça ne veut pas dire que les journalistes sont sur la même ligne, mais qu'en tout cas, ils estiment que lorsque ces questions sont traitées par Valeurs Actuelles, alors elles méritent de débarquer dans l'espace public, d'être débattues plus largement. Et donc, il y a un moment clé, alors je montre dans un article qui a été publié dans la revue Réseau, c'est l'interview que va accorder Emmanuel Macron à ce journal, une interview de 8 pages, alors que sa parole elle est quand même très rare dans les médias habituellement. Bon, il dit que c'est un bon journal pour comprendre ce que pense la droite. Et donc il y a un soutien du cœur du pouvoir. Et donc ça interroge forcément sur ces complicités médiatiques et politiques. À quoi ça sert finalement d'occuper autant d'espace avec ces politiques, avec ces polémiques qui sont vaines, stériles, qui pourraient être simplement invisibilisées. Mais au contraire, elles vont occuper beaucoup d'espace et de temps d'attention dans les médias. Alors c'est du carburant pour la réaction sur les plateaux télé, les plateaux télé en particulier des chaînes d'infos en continu, qui elles-mêmes vont monter des séquences qui vont être le carburant de la réaction sur Twitter ou d'autres espaces numériques où il y a beaucoup de colère et de ressentiment qui s'expriment et qui va prendre appui en fait sur ces séquences médiatiques qui légitiment, c'est ce qui était bien dit, qui légitiment finalement le fait qu'on puisse parler de la question de l'esclavage, est-ce que finalement il n'a pas été fait aussi par les Noirs, et donc il ne faut pas y voir quelque chose de... des sujets qui sont... ça paraît presque absurde, mais ça a une fonction politique, c'est aussi d'occuper l'espace et de discréditer, de disqualifier un certain nombre de discours ou de projets alternatifs qui n'arrivent pas de fait à se visibiliser parce que tout ça prend énormément d'espace. Et il y a une sorte de... tu décris aussi une sorte de perméabilité, parce que souvent on dit oui, l'extrême droite, mais il y a aussi une porosité de leurs idées. Tu décris un peu, tu dis les chaînes d'information en continu, mais en fait il y a des médias mainstream qui reprennent. C'est ça, quand on enquête sur ces personnels de Valeurs Actuelles, on voit Geoffroy Lejeune qui a été parachuté à la tête du JDD contre l'avis des rédactions, qui s'est mis en grève pendant très longtemps, qui a refusé cette nomination-là, quand bien même. C'est le fait du propriétaire. Et donc ça c'est intéressant à observer dans les dynamiques de pouvoir, comment en fait les propriétaires des médias, du capital, ont la capacité d'imposer leurs choix, leurs orientations aux rédactions, et que la précarité dans le journalisme fait que globalement, il y a des difficultés à s'y opposer et finalement à endiguer ces phénomènes-là. L'autre point, peut-être je termine, en tout cas, sur les contestations conservatrices, c'est des gens qui disposent de moyens pour véhiculer leurs idées et les amplifier dans l'espace public. Et donc, c'est intéressant aussi d'objectiver ça, qui sont les propriétaires qui apportent le soutien à ça. Et puis, in fine, celle de la responsabilité des médias. Est-ce qu'il faut relayer ces polémiques-là? Est-ce qu'il faut tendre le micro à ces gens-là qui sont des bons clients? Je parlais de Geoffroy Lejeune. Il présente bien, c'est un journaliste aguerri, donc sur les plateaux, il est capable de manier des arguments, d'apparaître d'une face peut-être acceptable du racisme, mais ça c'est très dangereux aussi. Et il n'est pas le seul, il y a aussi Charlotte Dornelas et Tugdual Denis, un certain nombre de personnes qui défilent sur ces plateaux des chaînes d'infos en continu. C'était le chroniqueur, avant l'affaire Obono, c'était le chroniqueur numéro 1 de chez LCI.
Hein. Donc c'est pour montrer à quel point ces gens-là sont pleinement au cœur de ce système médiatique et pas du tout marginaux ou extérieurs. Et il y aurait l'extrême droite qui viendrait comme une menace qui s'inviterait un peu de façon impromptue. Hein. Donc c'est des logiques beaucoup plus profondes, intéressantes à étudier. Merci. Et je voulais me tourner vers toi, Daphné, pour parler de l'apparition du terme ultra-droite. Donc on a pu voir ce terme apparaître pas mal, de façon bizarrement peut-être concomitante ou pas. C'est toi qui me diras aussi s'il y a vraiment un lien entre ce terme-là et la montée de l'extrême droite dans une sorte de banalisation, etc. Le terme il est utilisé pour désigner des mouvements d'extrême droite qui sont violents, racistes, des groupuscules qui prennent, qui font des ratonnades ou qui passent à l'action notamment violente. Et ça différencie l'ultra-droite de l'extrême droite. De l'extrême droite qui serait du coup une extrême droite de parti, une extrême droite électorale, qui est du coup invitable sur des plateaux, etc. Est-ce qu'il y a une réelle division des mondes entre l'ultra-droite et l'extrême droite? Est-ce que ce terme, il existe pour décrire une vraie réalité, distinction entre des groupes violents et des groupes propres sur eux qu'on peut élire sans problème? Ou est-ce que en fait, c'est un terme qui brouille la réalité, en fait, qui brouille la porosité de ces mondes-là? Comment toi tu vois ça? Alors pour faire très court, non. Pour faire très court, le terme ultra-droite est utilisé dans 99% des cas de manière complètement aléatoire et qui ne correspond à aucune réalité. Pour faire un petit peu plus long, alors déjà moi je dis un truc aussi à Street Press, et je crois que c'est le cas dans d'autres médias, on fait le choix de ne pas utiliser le mot ratonnade, on préfère parler de descente raciste puisque le mot ratonnade descend d'une insulte raciste, donc on préfère parler de descente raciste, ça c'est un choix. Et on fait aussi un choix on est très content que nos camarades de Mediapart nous aient rejoints il y a bientôt un an de ça. On n'utilise pas le terme ultra-droite, à part quand on parle de groupes qui fomentent des actions terroristes, en fait. Puisque en France, pour la faire très courte, c'est interdit de faire des enquêtes judiciaires sur la base des idées, à part quand il s'agit de terrorisme. Le préfixe ultra-droite, ultra d'ailleurs, le préfixe ultra tout court, c'est un préfixe qui commence à être utilisé par les services de renseignement pour justifier des enquêtes, que ce soit sur ce qu'ils appellent l'ultra-droite ou l'ultra-gauche. Un des exemples de cette utilisation, c'est le terme ultra-gauche lors de l'affaire Tarnac. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, qui avait donc pour but de poursuivre des militants d'extrême gauche sur des faits de potentiel terrorisme, et d'ailleurs l'immense majorité, la totalité d'entre eux ont été relaxés de cette histoire, mais c'est 10 ans de procédure et d'acharnement judiciaire. Bref, le terme ultra-droite, donc du coup, est pertinent uniquement quand on parle d'affaires terroristes, et pour le coup, on peut parler d'affaires terroristes en France, concernant l'extrême droite et concernant l'ultra-droite, ça existe. Récemment, on a eu l'affaire Waffenkraft, par exemple, qui était un projet d'attentat terroriste d'extrême droite, donc là, c'était pertinent de parler d'ultra-droite. Globalement, dans l'ensemble, les médias parlent d'ultra-droite pour parler en fait des groupuscules d'extrême droite. Nous, on préfère parler d'extrême droite au pluriel. C'est pour comprendre l'extrême droite française et l'extrême droite de manière générale, mais on va parler d'extrême droite française. L'extrême droite française, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est avant tout multifacette, tentaculaire, mais surtout interconnectée. Et en fait, la dissociation pour moi de ces groupuscules d'extrême droite, la tentative de dissociation de ces groupuscules d'extrême droite des partis d'extrême droite, ça s'inscrit parfaitement dans le processus de dédiabolisation du Rassemblement national, qui est d'ailleurs une des plus belles opérations de désinformation de ce siècle, à mes yeux. Mais parce qu'en fait, un des points principaux qui ralentissait le Front National, c'était cette association à ces groupuscules violents. Alors on parle du GUD qui est le plus connu, mais il y en a dans tout le territoire. Nous en ce moment à Street Press, on travaille sur une cartographie de ces groupuscules. On en a recensé plus de 125 individuels, sachant qu'il y en a certains qui sont présents dans des dizaines de villes. Je pense notamment aux royalistes de l'Action française. Voilà, cette petit teasing, voilà, cette carte est censée sortir début novembre. Suivez Street Press sur les réseaux pour rester informés. Mais donc voilà, cette association à ces groupuscules, ça fait partie des choses qui ralentissaient le Front National, avec l'accusation d'antisémitisme, qui d'ailleurs n'est pas une accusation mais une réalité. C'était Louis Alliot, si je ne me trompe pas, qui disait que l'opération de dédiabolisation du RN serait terminée une fois que le RN ne serait plus associé à l'antisémitisme. Je pense qu'on peut considérer qu'ils ont plutôt bien réussi, vu qu'ils sont considérés comme défenseurs des personnes juives en France. Ce qui est plutôt ironique quand on a été fondé par des Waffen-SS. Mais bon...
En tout cas, oui, le terme ultra-droite n'est pas pertinent et voilà, c'est effectivement aussi une manière de séparer cette extrême-droite électoraliste qui elle-même d'ailleurs veut se débarrasser du terme extrême-droite et se faire appeler droite nationale, droite conservatrice, etc. Et pour tenter de se dissocier de ces groupuscules, alors que la réalité, et c'est ça qui est le plus important, c'est que ces groupuscules sont profondément liés aux partis politiques, que ce soit le Rassemblement national ou Reconquête. Ces groupuscules, ils sont liés. Il y a 15 jours ou 3 semaines, Philippe Schreck, qui est député du Var, 8e circo du Var, a embauché pour la 3e fois un néofascisme en, je dirais, 2 mandatures, mais en fait, la première fois qu'il a été élu, c'était en 2022. C'est-à-dire que c'est la 3e fois qu'il embauche. Donc, la première fois, il avait embauché une certaine Maëlys de Simon, qui est militante néofasciste chez Luminis, et aussi militante à la Cocarde Assas, donc le syndicat étudiant d'extrême droite. Il l'a jamais viré, hein, et là, il l'a juste refilé à 2 autres députés, un RN et une LR ciotiste. Il a aussi employé quelqu'un qui vient de l'UPR, et puis surtout, il vient de recruter Raphaël Ferron-Lagier, qui est connu sous le nom de Raphaël Emma, et qui est le leader de Ténessoun, le groupuscule néofasciste d'Aix-en-Provence. Enfin voilà, Philippe Schreck, qui est pourtant un homme en théorie, entre guillemets, bien sous tout rapport, c'est un ancien avocat, il n'a pas particulièrement de casserole, etc. C'est la 3e fois qu'il embauche un néofasciste. Des néofascistes chez les assistants parlementaires du RN. Nous, l'année dernière, à Street Press, on en a listé entre 20 et 30, quelque chose comme ça. Et là, avec la nouvelle mandature, on n'a même pas eu le temps de tous les regarder, puisqu'il y a tellement de députés que c'est une catastrophe. Historiquement, juste sur les candidats aussi, nous, on a fait un gros boulot aux dernières législatives j'aimerais dire, sur les 577 candidats RN, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas eu le temps. Enfin, voilà, des suppléantes qui posent avec des t-shirts White Pride Worldwide, ou des suppléants qui sont associés au GUD, des candidats qui tweetent 3 mois avant les élections des choses comme juifs qui parlent, bouche qui ment. Enfin, c'est une réalité que le RN, en fait, est un parti qui a toujours des liens avec les milieux d'extrême droite, que ce soit identitaires, néofascistes ou royalistes, héberge des identitaires, des royalistes et des néofascistes dans ses rangs, et sans aller jusqu'à soutien, encourage au moins ces violences-là. Tiffany Joncourt, députée de la 13e circo du Rhône, qui vient d'être élue, c'est une ancienne de génération identitaire. Enfin, c'est une ancienne de génération identitaire. Pardonnez mes mots. Tous ses amis sont des anciens de génération identitaire, et les héritiers de génération identitaire ont fait sa campagne. Après, officiellement, elle n'est jamais apparue sur une photo de génération identitaire. Mais voilà, ces gens-là sont aujourd'hui à l'Assemblée. L'Institut Iliade, qui est un espèce de truc à mi-chemin entre un think tank et un institut de formation, qui est vraiment l'avant-garde des nationalistes révolutionnaires, c'est-à-dire des néofascistes en France, vient d'obtenir une députée. Elle s'appelle Anne Sicard, elle est députée RN, et elle était responsable des formations pendant des années dans cet institut. Elle y est toujours, et elle est députée d'un institut où, à son colloque annuel, on voit des stands de Réfléchir à Agir, qui est une revue philo-nazie, littéralement, ouvertement nazie. Enfin, voilà, c'est-à-dire que donc, du coup, la dédiabolisation du RN, encore une fois, à mes yeux, c'est la plus belle opération de désinformation en France du XXIe siècle. C'est un scandale politique sur absolument tous les points. Et c'est aussi pour ça que je disais que les journalistes politiques ont une responsabilité absolue. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a Jordan Bardella sur un plateau, on ne lui demande pas pourquoi il y a des néofascistes dans ses assistants parlementaires? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que Pierre Romain Thionnet, qui est eurodéputé aujourd'hui, est reçu sur un plateau, on ne lui demande pas pourquoi est-ce qu'il est allé débloquer des universités où il y a eu des gens qui ont eu des ITT en 2018? Pourquoi est-ce que ces questions-là ne sont pas posées? Et là, c'est des exemples comme ça, mais enfin, que ce soit à Street Press ou ailleurs, je pense notamment au boulot de Mediapart, par exemple, ou évidemment au boulot de Libé. Globalement, enfin, on ne va pas se mentir, il y a Street Press, Mediapart et Libé qui bossent sérieusement sur ces sujets, et après, de temps en temps, il y a un article par-ci, par-là, mais voilà. Pourquoi est-ce que ces sujets-là ne sont pas repris par l'ensemble de notre profession, en fait? Et ils ont été repris là pendant les législatives, mais sur la dernière semaine. Et pourquoi est-ce que cette question n'est pas posée systématiquement? Après. Ouais. Bref, désolé, je me suis un peu énervée. Non, mais... t'inquiète. Non, merci beaucoup. J'aime pas les nazis. Ok, vous auriez pas remarqué, du coup ça m'énerve. Non, c'est hyper important de savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement, en fait, à quoi ressemblent ces liens concrètement. Et Elena, du coup, sur un autre sujet, mais qui est proche,
on a pu voir l'utilisation de faits divers qui ont mené à des expéditions punitives ou des lynchages, des descentes racistes, comme à Crépol. Plusieurs événements ont été repris comme ça par l'extrême droite pour, soi-disant, exemplifier un racisme anti-blanc ou un francocide qui viserait les Arabes blancs, les Français blancs, aux mains des Arabes ou des Noirs. Je voulais savoir un peu comment ça se passait au Bondi Blog dans ce genre de moment, comment on couvrait ces informations-là ou comment c'était vécu par les gens qui étaient visés ensuite par des attaques racistes. Déjà, avant de répondre à ta question, je voulais rebondir sur quelque chose que disait Daphné, c'est la manière dont l'extrême droite est traitée, non pas par des médias comme CNews, Valeurs Actuelles, où en fait ils sont chez eux, donc assez logiquement, il n'y a pas de raison qu'ils soient malmenés. Mais moi, ce qui m'étonne assez régulièrement, c'est que dans la montée, l'incrustation des idées d'extrême droite, des réflexes d'extrême droite, de discours en fait qui deviennent, de fantasmes en fait qui deviennent des vérités générales à peu près partout. On voit aussi qu'il y a une différence de traitement qui est assez intéressante. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, le Bondi Blog, si on avait le malheur d'avoir le quart de la médiocrité de Valeurs Actuelles, c'est-à-dire de faire le quart des erreurs factuelles qu'ils font dans leurs papiers, parce que j'imagine que vous les avez lus, vous pouvez constater qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs. Si nous, on s'hasardait à faire ce genre de choses-là, ou à être aussi provocateurs, on serait dissous dans la minute. Très littéralement. Et je dis le Bondi Blog parce que le Bondi Blog est perçu comme étant un média qui a une rédaction composée d'Arabes, de Noirs, de quartiers populaires, donc de jeunes de quartier. Il y a des attaques qui sont aussi dirigées contre Street Press et tout ça, mais elles sont différentes. Ce pas des attaques qui sont aussi racistes. Ou sinon, elles sont dirigées contre des journalistes individuellement. Mais en tout cas, voilà, nous, on a souvent ce procès-là, et on a souvent cette phrase qui revient et qui, moi, m'horripile. C'est mais est-ce que vous faites du journalisme militant ? Est-ce que vous êtes journaliste ou est-ce que vous êtes militant ? Pendant Naël, par exemple, c'était... pendant Naël, après la mort de Naël Merzouk, tué par un policier à bout portant à Nanterre, on nous a beaucoup opposé ça. Et en fait, on nous a beaucoup invités sur des plateaux tels que ceux de BFM, mais aussi ceux de France Info, aussi des plateaux où en fait, on ne s'attend pas forcément à être malmené en tant que journaliste qui... moi, j'ai pas l'impression de dire des choses qui sont ultra radicales. Juste, est-ce qu'on a envie de vivre dans une société où un gamin de 17 ans se fait tuer par un policier à bout portant en plein jour, un matin Non, je crois que c'est pas trop un projet. Voilà, j'ai pas l'impression de dire un truc de ouf en vrai, voilà. Mais tout de suite, il y a ce truc-là de dire, mais en fait, voilà. Vous avez une position qui est un peu ambivalente. Est-ce que vous condamnez les violences ? Littéralement, on m'a sorti ce truc-là. Madame Berkaoui, est-ce que vous condamnez les violences ? Je suis en mode, mais je suis pas juge, ta race. Laisse-moi tranquille. Calmons-nous. Et je me dis, mais en fait, ce qui est dingue, c'est que est-ce qu'on a déjà posé la question à Geoffroy Lejeune, qui pour le coup a un agenda politique, qui pour le coup, moi je me souviens de son bouquin Une élection ordinaire, qui en réalité était une sorte de préquel à la candidature d'Éric Zemmour, qui a été pensé, écrit avec Patrick Buisson, qui est l'artisan, en fait, qui est mort maintenant, mais qui est l'artisan de l'union des droites, qui n'est pas là pour voir son rêve se réaliser, mais en tout cas qui a bien œuvré à ce qu'elle apparaisse un jour. Cet individu-là, c'est un politique. Quand on dit journaliste, non, pour moi, c'est pas un journaliste dans le sens où il ne produit pas d'informations. Il est là pour défendre des idées, pour imposer des thèmes dans le débat public. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de parler de la fenêtre d'Overton, voilà, mais en tout cas, il y a des thèmes qui sont imposés, le grand remplacement, des trucs comme ça. Il y a ces thèmes-là, et ces gens-là, toute la jeune génération de réactionnaires qu'on a vu occuper les plateaux des chaînes d'information en continu, qui, encore une fois, est un médium très particulier dans la profusion de leurs idées, ces gens-là sont des militants. Mais jamais
on ne le leur reproche ou on les attaque là-dessus. Or que nous, en permanence, on invalide notre propos et le propos de nos confrères aussi. Enfin, j'imagine que vous, ça vous arrive quotidiennement d'avoir ces procès-là. Malgré tout les précautions qu'on prend et qui ne sont pas prises par d'autres journaux, c'est systématique. Quand ce n'est pas des accusations qui sont plus graves, à savoir le Bondi Blog, il a été dit qu'on avait été financé par les frères musulmans, mais bon, ça c'est... Après, si on peut leur envoyer nos tripes, j'avoue, je dis pas non tout de suite parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Non, je rigole pour de vrai. Faut pas écrire ça. Faut pas le dire. Mais voilà, nous on a des accusations invraisemblablement racistes et tout ça. Et on voit que voilà, dans le paysage médiatique, au-delà du paysage médiatique dont on sait qu'il est acquis à l'extrême droite, il y a une bienveillance, il y a quelque chose qui s'est installé et qui est normal. Tu parlais de 2002, du moment où il y a plus de 80 députés RN qui arrivent à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu un changement. Il y aurait pu y avoir un questionnement chez les journalistes politiques de se dire, est-ce qu'on continue avec les mêmes méthodes? Est-ce qu'on va faire des déj avec eux? Est-ce qu'on va déjeuner avec eux? Et est-ce qu'on les traite en fait comme les autres? Ça, c'est une vraie question. Ouais. Moi, j'ai pas mal de potes qui sont journalistes politiques. Et encore une fois, je pense que Street Press et le Bondi Blog, c'est vraiment deux médias qui sont à part là-dessus, parce qu'on n'a pas de service politique. Ouais, heureusement. Oui. Non, on a, aucun. Il y a des très bons services politiques par ailleurs. Mais on n'a pas de service politique. Et en vrai, moi, sur la question de, oui, j'ai pas parlé du fait de l'accusation de journalisme militant, mais je voulais juste rebondir là-dessus. Parce que bon, vous avez, t'as cité ce qui s'est passé au moment des révoltes pour Naël. Alors bon, nous aussi, on s'est pris ça. Là, on vient de sortir un docu sur Naël. Laisse tomber, catastrophe. Mais moi, ce qui me fascine, c'est, comme je l'ai dit, je suis journaliste d'investigation. Alors ouais, le journalisme d'investigation, c'est un truc qui demande de l'investissement personnel. J'oublierai jamais la fois où on sort une enquête avec mon binôme qui s'appelle Arthur Veil-Rabault, où voilà, on liste, je sais plus combien de dizaines de militants chez les jeunes du RNJ qui sont néofascistes ou royalistes, etc. Bon, déjà, on n'a quasiment pas de reprise, mais on a une reprise chez France Culture. Alors, on a une reprise chez France Culture parce que ma meilleure amie travaille chez France Culture et qu'elle est arrivée et qu'elle a fait « peut-être ce serait mieux, on en parle ». Et Arthur répond aux questions du journaliste de France Culture, du journaliste du service politique de France Culture, qui fait un sujet, etc. Le sujet, il s'ouvre sur Street Press, ce média qui ne cache pas son hostilité pour le Rassemblement national. C'est fini. On peut dire ce qu'on veut après, c'est fini. Personne ne nous écoute. Parce qu'on est immédiatement qualifié de « on fait ça parce qu'on les aime pas ». Pardon, mais un journaliste qui enquête sur la fraude fiscale, personne ne veut lui dire « ouais, mais tu fais ça parce que t'aimes pas trop les fraudeurs fiscaux ». Bah ouais, frère, normal. Je sais pas, bien évidemment. Et en fait, je trouve ça fascinant que cette accusation, cette accusation de « vous êtes militant », alors qu'en fait, on fait juste quelque chose, bon, certes parce qu'on a des valeurs, mais aussi parce qu'en fait, on fait notre travail de journaliste d'information, tout simplement, d'investigation et d'information. C'est fait uniquement quand on travaille sur l'extrême droite, sur les violences policières, sur le racisme, sur les discriminations, sur les violences sexuelles. Bien sûr. Comme si c'était pas des sujets d'intérêt général, quoi. Déjà, comme si c'était pas des sujets d'intérêt général. Je sais pas. Moi, la question, ça devrait pas être. Moi, je supporte pas qu'on me dise « ah ouais, mais t'es contre le racisme ». Bah oui, pas toi. Moi, je pense qu'un jour, je vais craquer sur un plateau. On va me dire, parce que moi, on me dit tout le temps « oui, vous êtes une militante antifasciste ». Et un jour, je pense que je vais craquer. Je vais dire « bah oui, pas vous ». Si vous êtes pas antifasciste, vous êtes quoi? Il y a un mot plus court pour antifasciste, en fait. C'est fasciste. Bref. Merci. Mais voilà, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais parce que, je trouve ça fou qu'en fait, ça devrait être des évidences, bien sûr, qu'on est contre le racisme et que surtout, on ne poserait jamais cette question à des gens qui bossent sur des sujets entre guillemets plus classiques. Ouais, on a l'impression en fait que notre position, elle est plus subversive que en fait la présence de l'extrême droite qui est littéralement, qui est littéralement raciste, mais en plus turbo-raciste. C'est-à-dire, on a vu les dernières élections législatives, il n'y avait pas un jour où il n'y avait pas une dinguerie raciste, mais vraiment raciste. Genre, c'est pas on fait un peu semblant, on met un peu de maquillage, non, c'est raciste en fluo, quoi. Sur les élections législatives, Alan, on va revenir vers toi, mais on part sur les élections législatives. Ces questions. Juste pour décrire un peu ce qui s'est passé aussi,
Je pense qu'on n'a pas encore vraiment tiré toutes les conclusions de ce qui s'est passé. Je trouve que justement, non, il n'y avait pas du turbo-racisme tout le temps. Mais on a découvert ça en fin de course par rapport au RN. On a découvert, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant une énorme partie de la campagne, on a parlé de l'antisémitisme à gauche, et on a parlé de LFI, et il y a eu une situation où l'extrême droite a pu se positionner comme défenseuse des Juifs. Et on a eu quelques jours avant le deuxième tour, on a eu des grosses enquêtes qui sont sorties de Street Press, de Mediapart, qui ont commencé à faire réaliser qu'en fait, il y avait des racistes. Et d'un coup, on arrive à avoir des plateaux où on a des personnes du RN qui sortent des énormités sur l'Holocauste ou sur d'autres trucs. Et il y a eu un peu enfin, je sais pas, peut-être que, tu me dis si toi tu l'as vu différemment, mais moi j'ai eu l'impression que les médias ont découvert que le RN était raciste en fin de course. Mais Alan, tu voulais juste répondre à ça et après Elena, pardon. C'était juste pour rebondir sur ce qui avait été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une dédiabolisation du FN, mais symétriquement, ça se passe par une diabolisation de la gauche aussi. Hein. Et en fait, la manière dont elle est traitée sur les plateaux, le NFP, la NUPS avant, c'est quand même, ça s'apparente quand même à la manière dont l'extrême droite traite ses ennemis ou ses cibles. C'est-à-dire qu'on est face à des ennemis. Hein. On n'est pas avec des adversaires face auxquels on va débattre, où on va élaborer une confrontation d'idées. On est sur des ennemis qu'il faut dénigrer. Et donc là, il y a une responsabilité des chefferies médiatiques importante dans les cadrages du débat, à accepter aussi servilement ce que met en œuvre comme argument l'exécutif, hein, en disant non, je ne veux pas nommer Lucie Castel. Ah, d'accord, vous ne voulez pas la nommer. Enfin, ce n'est pas des choix qui sont remis en cause ou questionnés par les personnalités officielles qui occupent des responsabilités, qui sont invitées sur les plateaux. C'est pris comme un allant de soi. Et donc là, je pense que c'est un problème, surtout dans le cadre d'une montée du fascisme à laquelle on assiste, et dans les forces armées et ailleurs et au-delà, dans la société, de ne pas, clairement, alors il y a peut-être des vrais journalistes qui, eux, le font vraiment, et sûrement, et je n'ai aucun doute là-dessus, mais ils ne sont pas dans les principaux médias. Et c'est ça la difficulté aussi, c'est que sur les plateaux, il y a une forme de complicité tacite avec cet agenda qui ne supporte qu'un cadrage, c'est l'extrême droite, c'est mon ennemi, et moi je suis le rempart, Macron, je m'oppose en opposition, il n'y a que moi comme opposition. Mais il y a un consensus raciste et libéral aussi, néolibéral, entre ces deux forces politiques, et donc il faudrait aussi regarder ce qui les unit, hein, plutôt que ce qui les divise, ou orchestrer un faux débat sur leurs différences, qui sont peut-être plutôt des différences de degré que des différences de nature. Et donc c'est intéressant d'aller voir le racisme, les vrais racistes, etc. Mais au-delà de ça, comment est-ce que effectivement ça se propage, c'est alimenté par d'autres complicités, ou des gens qui ne dénoncent pas ou qui ne s'opposent pas quand ils seraient en capacité de le faire sur des plateaux face à des responsables politiques, par exemple, qui leur tiennent des discours inacceptables, odieux, qui pourraient supporter une mise en doute. Et par contre, non, là où je te rejoins sur le turbo-racisme, etc., et où j'aimerais que tu commentes, c'est sur tout le phénomène du vote musulman, de l'antisémitisme des banlieues et tout ça. Ça, c'était un grand poncif un peu de la campagne législative qui a été resservi par beaucoup de médias divers et variés. Et il y avait une sorte de construction naturelle que, évidemment, LFI, en se positionnant sur la Palestine, utilise l'antisémitisme supposé naturel de tous ces Arabes et ces Noirs qui vivent dans des quartiers, qui détestent les Juifs et qui... Voilà. Et il y avait cette construction du vote musulman, que LFI va chercher le vote musulman avec tout ce que ça porte comme négatif de vote communautariste, de vote en plus avec ces musulmans, donc c'est encore pire. Ouais, je pense aussi on a un gros retour du terme communautaire, communautariste. Moi, je me souviens que dans mes jeunes années de journalisme, j'avais une discussion avec une rédactrice en chef où je remettais un peu en cause l'utilisation de ce terme-là, parce que moi, il me semblait pas correspondre à grand-chose, et qu'est-ce que j'avais pas dit, mon Dieu. Bref, donc là, on assiste à un grand retour de ce terme-là. Et donc, pour revenir, oui, effectivement, dans cette campagne où il a été admis, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a même pas eu de débat. C'était vraiment une sorte de vérité générale de la France insoumise drague l'électorat des quartiers populaires. Je pense que c'est là aussi où il ne faut pas sous-estimer la médiocrité des gens.
Parce que parfois, on se fait un monde, on se fait des films et tout, et en face, je pense qu'il y a juste des gens qui bossent pas. Profondément, je pense qu'il y a juste des gens qui bossent pas. Parce qu'en fait, c'est pas possible de se dire juste, en fait, quartier populaire égale jeunes musulmans égale antisémites, parce que c'est bien connu, les juifs et les arabes, ils ne s'aiment pas. Et jamais, absolument jamais personne pour le remettre en cause. Moi, là où ça m'a choqué, je pense qu'il y avait un exemple, et j'avais interpellé, en off évidemment, mais une journaliste du Monde sur le sujet, c'est que j'avais lu un article où il était dit que Mélenchon, qui ne s'était pas rendu à la marche contre l'antisémitisme après le 7 octobre, vous vous souvenez de cette grande marche, justement, où on voit d'ailleurs Marine Le Pen, et ça c'est frappant, c'est une image qui est frappante, elle sourit, elle applaudit d'ailleurs, c'est un tournant, je pense, assez dingue. Mais Mélenchon choisit, pour des raisons qui lui sont propres, de ne pas y aller. Et dans cet article du Monde, dont je pense que je vais pas oublier, je vais pas l'oublier demain, on lit que, en gros, Jean-Luc Mélenchon a choisi donc de ne pas y aller pour ne pas se mettre à dos cet électorat des quartiers populaires qu'il convoite. Donc là, le sous-texte, il est assez clair. C'est qu'il aurait énervé, il aurait failli à sa mission de séduction des quartiers populaires s'il était allé manifester contre l'antisémitisme. Donc les quartiers populaires sont antisémites. Mais en fait, l'irresponsabilité d'un tel propos, il faut quand même se rendre compte. Et juste pour clarifier aussi deux choses, moi, la France insoumise, je m'en tape. Très clairement, je m'en fous complètement. Il s'avère que oui, Mélenchon a découvert l'existence de la banlieue qu'il a quand même portée, mais c'est un vote de survie, enfin, qu'on se le dise très clairement. Dans les quartiers populaires, chez les personnes non blanches, on vote pour les gens qui ne sont pas islamophobes et qui ne sont pas racistes. C'est tout. Ça s'arrête là. Mélenchon, pas Mélenchon. Ça s'arrête là. Désolée, je m'embrouille un peu. Mais voilà, Jean-Luc Mélenchon, je m'en fous. Le Bondi Blog, c'est pas l'agence de communication de la France insoumise. Je vais pas défendre Jean-Luc Mélenchon sur les positions qu'il a pu avoir sur la Syrie, sur les positions et les phrases effectivement ultra tordues qu'il a pu avoir concernant l'antisémitisme et compagnie. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est le parallèle qui est fait directement entre cette espèce de drague et cette espèce d'antisémitisme atavique des jeunes musulmans des quartiers populaires. Ça, c'est insupportable. C'est insupportable, d'autant plus qu'en fait, il y a un sujet. Il y a un sujet parce qu'il y a un antisémitisme dans les quartiers populaires. On ne va pas mentir. Le mémorial de Drancy, il a été attaqué plusieurs fois depuis le 7 octobre. Il y a un antisémitisme, évidemment qu'il y en a un. Et d'ailleurs, il y en a un comme partout en France. Mais comme je me souviens que c'était Georges Bensoussan qui avait dit, et je crois qu'il avait été condamné pour ça, que les Arabes en France tétaient l'antisémitisme dans le sein de leur mère. C'est quelqu'un d'ailleurs qui a été invité très régulièrement après le 7 octobre. Donc du coup, lui, il faisait un lien de filiation limite, comment dire... c'était raciste, quoi, point. Ouais. Voilà, mais il y a un truc où, en fait, on passe à côté. C'est-à-dire que le soutien à la cause palestinienne chez les jeunes, souvent maghrébins, mais pas que, d'ailleurs, parce qu'il y a plein de jeunes qui soutiennent, en fait, la cause palestinienne et qui sont complètement horrifiés par ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais le réduire cette mobilisation uniquement à « ah ben c'est parce qu'ils n'aiment pas les juifs », c'est complètement ridicule. Et en plus, et ça c'est aussi un truc du racisme complet, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement une représentation écrasante des quartiers populaires et de leurs habitants que toutes les aspérités, toutes les nuances qu'il peut y avoir, en fait, on peut être un jeune arabe, de Clichy-sous-Bois, queer, machin et tout, ça n'existe pas dans la représentation dominante. Parce qu'il n'y a pas cette possibilité, il n'y a pas ce droit à avoir une existence propre et à pouvoir en fait avoir des positions qui sont un peu plus nuancées, un peu plus différentes. Ça n'existe pas.
Et en fait, je trouve que là où c'est débile, encore une fois, c'est que c'est pas seulement débile, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'en fait, en mettant en place des accusations comme ça, on nourrit un truc mais extrêmement crade, extrêmement sale. On stigmatise encore plus des jeunes qui, je pense, n'ont pas besoin d'être encore plus stigmatisés. Je pense que là, on peut s'accorder là-dessus. Et par ailleurs, c'est fainéant. C'est d'une fainéantise qui est ahurissante. Et à la fin des fins, ça participe en fait à construire effectivement un discours, à construire une sorte de para-réalité où aujourd'hui l'extrême droite serait un rempart, et serait la solution à la sécurité des Juifs en France. Et comme tu le rappelais, non, c'est pas possible en réalité. Voilà, désolé, c'est un peu aussi un peu de colère. Alan, tu voulais répondre rapidement et après je pense qu'on ouvrira aux questions, donc si vous avez des questions, commencez à les réfléchir, on viendra vers vous. Ouais. Je crois que l'idée de ne pas avoir de nuances, c'est aussi un objectif, enfin c'est aussi un but politique, c'est-à-dire qu'il s'agit de fédérer dans la détestation, c'est une politique du ressentiment en fait. Et donc on oppose, là, je vais juste rebondir par rapport à ce que tu disais, une communauté voilà, qui se détacherait, qui serait une communauté musulmane qui menacerait le pays, etc. Mais c'est une communauté imaginée et fantasmée, la communauté nationale, hein, où il n'y aurait pas de classe, où il n'y aurait pas de race, alors que en fait ces différences-là existent, mais le but c'est justement de fédérer dans la détestation, donc de se construire en opposition à... Et puis sur la question du séparatisme, il y a un séparatisme social en France. Quand est-ce qu'on en parle, hein, effectivement, la majeure partie de la population est exclue des affaires, de l'accès à des richesses, évidemment, des formes de précarité importantes. Et ces questions-là, elles ne sont jamais mises au centre de la table, ou alors utilisées uniquement de façon instrumentale par le RN, pour au final, c'est pas s'intéresser aux causes du problème, hein, de cette précarité, de cette distribution des richesses, mais désigner les adversaires, hein, qui est-ce qui... voilà, et les désigner d'une façon caricaturale, évidemment non juste, non nuancée, parce que le but, précisément, c'est de construire un ennemi imaginaire contre lequel eh bien, ils vont pouvoir construire leur communauté, leur association. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de regarder qui ils sont et de voir aussi qu'il y a différentes catégories de vote RN et de ne pas en faire juste un bloc raciste, unanimement raciste. Je pense qu'il y a des degrés, etc. Ça ne veut pas dire tomber dans l'acceptation ou en empathie avec ça, mais de comprendre qu'en fait, les ressorts sont divers du vote RN. Je voudrais juste revenir sur un truc vite fait. Tout à l'heure, tu as dit oui, sur la dernière séquence, sur la dernière semaine des élections, on a vu des enquêtes de Street Press, de Libé, de Mediapart, etc. Les enquêtes, elles sont pas sorties la dernière semaine. C'est ça le problème, en fait, c'est que... Bon, mais je veux dire sur les plateaux, oui, quand je sais, on a mais commencé à avoir... je voudrais revenir là-dessus. Il y a une sorte de snobisme de je veux même pas parler de snobisme. En vrai, genre, je suis même pas là pour dire ouais, ouin, vous nous lisez pas. Je suis là pour dire ouin, pourquoi est-ce que les autres ils font pas le même taf que nous, en fait. C'est-à-dire que nous, en fait, la dissolution, elle tombe. On sait que les listes, elles vont tomber en fin de semaine. Enfin, elles tombent, je crois, le samedi, un truc du genre. Donc du coup, la première semaine, on met en place un plan de bataille et puis il se passe plein de trucs aussi. Donc du coup, il y a le GUD qui va casser du PD dans la rue, il y a des descentes racistes à Lyon, il y a un tournoi de MMA néo-nazi à Nancy, enfin genre, il y a plein de trucs. Donc de toute façon, on s'ennuie pas sur la première semaine. Mais qu'en fait, dès la deuxième semaine, on prend la liste et on sort un papier par jour minimum sur ces types-là. Et qu'en fait... Enfin, c'est pas... Nous aussi, on fait une conversation avec les collègues de Mediapart pour dire, ok, nous, on va bosser sur lui, comme ça, genre, on se marche pas sur les pieds. On est bien en contact aussi avec les deux personnes de Libé, Pierre Plotu, Maxime Massé, dédicace à eux. Ils viennent de sortir un super bouquin sur le fascisme et Internet. Ça s'appelle Pop Fascisme chez Divergence, je vous recommande. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on est 3 à Street Press, 2 à 3 à Libé, ils sont 3 à Mediapart, et après il y a, je sais pas, 10 journalistes à tout péter en PQR qui font le boulot. Ah, c'est pas normal qu'on soit genre même pas 15 pour se taper 577 candidats RN, plus tous les reconquêtes, etc. Donc évidemment, on n'arrive pas au bout, et juste le dernier jour, la trêve électorale, donc du dernier vendredi, qui est le vendredi 5 juillet, elle tombe. Moi, j'ai mon dernier papier qui sort le vendredi à 17h sur un type qui s'appelle Luc-Étienne Gousseau, candidat RN en Lozère, membre d'une communauté intégriste, etc. Bref,
papier est disponible, vous pouvez aller le voir, c'est en accès libre. Mais ce truc-là sort à 17h, et à ce moment-là, moi, j'ai la matière pour écrire 3 ou 4 enquêtes de plus. Je n'ai juste pas le temps, puisque physiquement, la trêve électorale arrive ce soir-là à minuit, et que je viens de me taper 1 mois à sortir presque une enquête par jour. Et c'est mon point principal, c'est ce n'est pas normal. Il y a eu un papier de l'INA, moi, bon, le titre, je l'ai trouvé un peu excessif, c'était une dizaine de journalistes ont-ils fait basculer les élections législatives. Je ne pense pas qu'on a fait basculer les élections législatives, j'estime qu'on a peut-être fait un petit peu notre part, mais voilà. C'est pas normal que le titre, ce soit une dizaine de journalistes. Le titre, ce devrait être une centaine de journalistes ont-ils fait basculer les élections. 500 journalistes ont-ils fait basculer les élections. Pourquoi est-ce qu'on est 10 à bosser sur ces sujets-là? Pourquoi est-ce que je peux continuellement, là j'entame ma 4e année de carrière, enfin, alors, j'ai 25 ans, non pardon, j'ai 26 ans, bref, j'entame ma 4e, ouais c'est dur, désolé, j'entame ma 4e année de carrière, c'est pas normal qu'au bout de seulement 3 ans de carrière, ça fasse 2 ans et demi que je sois considérée une référence sur le sujet, et une des journalistes les plus en pointe sur le sujet. C'est pas normal qu'on soit moins de 10 en France à bosser sur le sujet, c'est pas normal que je sois la seule de moins de 30 ans, c'est pas normal que je sois la seule femme, enfin genre c'est complètement lunaire, c'est ça mon point. Désolé, là je parle à une salle qui est composée, je pense, en majorité de journalistes, mais réveillez-vous, bougez-vous le cul. Et je dis ça aussi, genre désolé, je vous engueule, mais moi ça fait 5 ans bientôt, je suis à la JL, j'écris pas sur les questions LGBT, donc peut-être la paille, la poutre, l'hôpital, la charité, tout ça, mais juste réveillez-vous. Pourquoi est-ce qu'on est moins de 10 en France à bosser sur ce sujet? Et si vous bossez pas sur ce sujet en tant que journaliste d'investigation, pourquoi est-ce que il n'y a pas des reprises de ces sujets-là? C'est ça la vraie question. C'est les rédactions qui veulent pas. Oui, c'est les rédactions. Je pense qu'il y a plein de pigistes, à mon avis. Bien sûr, mais dans cette salle, il y a aussi des personnes qui sont chefs de service, qui sont des personnes à responsabilité. Okay. C'est voilà. Je sais pas s'ils sont dans la salle. Je crois qu'on a beaucoup de précaires. Je sais qu'il y a beaucoup de précaires, mais encore une fois. Mais oui, la question se pose. Il y a aussi des personnes qui sont plus si précaires que ça, parce qu'en fait, il y a aussi des personnes qui sont dans cette salle et qui sont dans le métier depuis plus de 10 ans et qui ont des postes à responsabilité. Enfin voilà, je veux dire, remettez-vous en question aussi. Bravo. Désolé d'être vénère, mais je pense que c'est légitime là. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions? Journaliste à la revue des médias de l'INA, donc c'est nous l'article. Mais bon, il était bien l'article. En fait, moi l'article était super, hein, c'est pas pour le critiquer. Oui, non, je sais bien sûr. Et en fait, j'ai une mini anecdote. Il y a pas longtemps, j'ai contacté une source pour un article et elle m'a dit nonobstant la qualité de vos articles, je vais pas vous parler parce que vous partagez sur votre compte Twitter des articles de Mediapart et de Libé. Et en fait, dans ce mail, enfin c'est vraiment pas grand chose, je me plains pas, c'est en gros on va pas vous parler parce que vous êtes un gauchiste. C'est ce que j'ai compris. Et en fait la question que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui effectivement vous avez parlé d'incompétence et là je pense au débat qu'il y a eu sur LCI pendant l'élection législative où il y a Sarah Legrain, je crois, qui a dit sur plateau, en fait, le RN, ça a été fondé par les Waffen-SS, et il y a tout le monde qui s'est dit oh non, vous pouvez pas dire ça. Et Sarah Legrain était là, genre, bah si, en fait. C'est très concret et très factuel. Et en fait, je me demande si, dans le rapport que beaucoup de journalistes ont vis-à-vis de l'extrême droite, il n'y a pas un peu d'incompétence, un peu une peur de se faire traiter de gauchiste et du coup de ne pas avoir accès à une partie de l'emploi. Et je regarde voilà. Et aussi juste, ils sont convaincus en fait. C'est possible aussi. J'en sais rien, je dis ça comme ça. Mais je me demande quelle est la répartition selon vous. Voilà, c'est une question un peu large. Même question et comme ça on répond tout d'un coup et on lâche il y avait une question là-bas. Merci. Elles se rejoignent un peu les questions. C'est que tout à l'heure, Elena, vous parliez il y avait une certaine bienveillance des journalistes à l'égard des invités d'extrême droite, et on ne parlait pas de CNews parce que, comme vous dites, ils sont chez eux. Mais comment vous l'expliquez, vous, cette bienveillance? Je peux commencer, du coup. Moi, j'ai peut-être une expérience professionnelle qui m'a permis aussi de comprendre un peu, en tout cas, l'environnement des chaînes d'information en continu. Je finis pas toujours mes phrases, mais je pense que les chaînes d'information en continu, elles représentent vraiment une forme de pivot dans cette montée de l'extrême droite, dans cette installation en fait de l'extrême droite. Et par ailleurs, si je peux vous conseiller un livre, c'est un livre de Gérard Noiriel qui s'appelle Le venin dans la plume et qui est en fait un portrait croisé. Désolée, je vais essayer de... Un portrait croisé entre Drummond et Zemmour,
Donc Drummond arrive, lui, au moment où il y a une massification de la presse, une alphabétisation et tout ça. Donc il arrive au moment de l'essor, en fait, de la presse. Zemmour, lui, arrive au moment de l'essor des chaînes d'information en continu. Pour revenir sur la question, sur vos deux questions, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé en tant qu'hôtesse d'accueil à iTélé. Donc avant le rachat, un peu avant le rachat, j'ai vu le rachat Bolloré et la lutte des camarades d'ITélé. Et j'étais hôtesse d'accueil, donc je m'occupais de l'accueil des invités politiques. Je les amenais en plateau et tout ça, donc j'ai vu arriver Geoffroy Lejeune, un certain nombre de personnes qui après sont devenues des habitués. Et ça répondra évidemment pas de façon exhaustive à vos questions, mais je pense qu'effectivement, ouais, il y a un manque de formation. Il y a un manque de formation, et aussi, et ça je pense qu'à la JL, vous devez sans doute le voir très 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 souvent, c'est que je pense que quand on n'est pas concerné par un sujet, on a tendance à avoir... je vais faire la meuf qui cite des gens, mais désolée, mais on a tendance à avoir une forme de recul, et c'est James Baldwin qui parlait d'innocence blanche sur les questions raciales. Et c'est très littéralement ça. C'est-à-dire que le nombre de fois où moi j'ai eu des conversations et où je disais mais en fait ça c'est pas normal, ou ça en fait il se passe ça, et que la personne me regardait avec des yeux tout ronds en me disant mais c'est pas possible, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire qu'il est raciste. J'étais en mode ben si, en fait ça c'est raciste. Voilà, il y a une forme d'incrédulité et de non-formation en fait, parce que c'est des sujets qui nécessitent une expertise. Moi, par exemple, sur les sujets qui vont toucher aux LGBT-phobie et compagnie, j'ai besoin de la JL. Je pense cet été à la boxeuse dont j'oublie le nom, quel enfer. Voilà. Quand ce qui s'est passé, moi, je suis allée voir ce qu'avait écrit la JL, parce que je ne connais... Déjà, je suis nulle en sport, en plus... Enfin, pas bref. Mais en tout cas, je suivais pas, je connaissais pas du tout à jour, et j'ai besoin en fait de savoir en fait ce qui se passe, de savoir, mais en fait, c'est quoi les réflexes journalistiques que je pourrais aborder pour avoir en fait être plus juste sur le sujet. Et sur le racisme, c'est pareil. En fait, qu'est-ce qui est raciste, qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'on parle de grand remplacement? Est-ce qu'on parle... Bon, évidemment qu'on ne parle pas de grand remplacement, mais bon, voilà, visiblement, il y en a qui ont un peu raté le coche. Mais voilà, donc je pense qu'il y a une part de médiocrité, je pense qu'il y a une part d'adhésion pour certains. À iTélé, il y a des journalistes, je me souviens d'un gars qui apparaît dans le documentaire sur Bardella, Pascal Humeau, qui présentait la matinale Week-end, je crois, et qui a fini conseiller au Rassemblement national. Donc il y avait des gens qui n'étaient pas inconfortables avec l'extrême droite, hein, tranquille, enfin ça allait, c'était pas... En tout cas, ça posait pas un certain nombre de questions. Donc je pense qu'il y a une partie de personnes qui parfois peuvent adhérer à ça. Il y a une autre partie de personnes qui en fait sont des gens qui sont pas médiocres, le mot est un peu dur, mais voilà, puis il y a des environnements de travail dans lesquels, en fait, moi je suis désolée, mais une chaîne d'information en continu, comment est-ce qu'on bosse là-dedans? Comment est-ce que les gens qui bossent là-dedans, parce que c'est une machine à laver ce truc-là, comment les gens bossent là-dedans, humainement? Je sais pas. Peut-être qu'il faut les fermer. Je dis ça. Ouais. Très rapidement, Daphné et Alan. Je suis très d'accord avec ce qu'a dit Elena, donc je ne vais pas beaucoup plus développer. Je pense qu'effectivement, oui, il y a une forme d'incompétence, oui, il y a une forme de bienveillance. On a vu des tas de profils qui passent de service politique au Rassemblement national. Bizarrement, d'ailleurs, c'est souvent de service politique au Rassemblement national et pas trop autre chose. Donc, encore une fois, les services politiques. Je pense qu'il y a aussi, il y a tout ce que tu as dit sur l'innocence blanche et de manière générale, voilà, le manque de formation. Je pense que le vrai problème, c'est la neutralité journalistique. Alors là, waouh, tout de suite, j'ai la prof de déonto de mon école qui est en mode Daphné, fais attention à ce que tu dis. Sous-entendu, Daphné, je suis d'accord avec toi, mais je ne peux pas le formuler comme ça car la charte de Munich. Très bien. Hein. Moi, je pense que la neutralité journalistique, ça n'existe pas. Je pense que c'est pas une folie de dire ça à la soirée de la JL, mais je pense que ce serait une folie de dire ça dans beaucoup de rédactions.
Mais en fait, la neutralité journalistique, ce serait envisager le journaliste comme un espèce d'être immatériel sorti de tout biais, de tout concept d'oppression, de toute histoire personnelle. Enfin, ce serait complètement fou à mes yeux. Personnellement, je ne parle pas de neutralité journalistique, je parle d'honnêteté journalistique. C'est-à-dire que moi, oui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr que je suis engagée contre l'extrême droite. Je ne l'ai jamais caché. Ça ne change pas la qualité de mon travail, dans le sens où, et c'est ce qui fait la différence, à mon sens, entre des journalistes d'investigation de médias indépendants comme Street Press, Mediapart, etc., et des journalistes d'investigation de Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire, Livre Noir, enfin maintenant ça s'appelle Frontières, mais voilà, c'est qu'en fait nous on respecte la déontologie, c'est-à-dire que comme moi je fais une enquête sur un mec RN ou pas qui est nazi, je fais mon enquête, je trouve mes petits trucs, nanana, et puis à la fin j'appelle le type et je lui dis, mais du coup, bon, en général le mail peut se résumer à bonjour tu es nazi, mais bon, oh non, enfin je mets plus les formes quand même. Mais voilà, moi je vérifie mes sources, je leur donne une chance de s'expliquer. D'ailleurs, des fois, ils s'expliquent et ils disent bah ouais, c'était une erreur, c'était il y a 20 piges, etc. Bon, c'est très rare, hein, mais ça arrive. On leur donne cette possibilité-là. Dans les médias d'extrême droite, voire même dans les médias de droite, ça se fait pas. Et même dans les médias entre guillemets centristes, il y a plein d'endroits où ça ne se fait pas, tout simplement. Le contradictoire, qui est genre pourtant, la base, qui est une évidence. Donc voilà, il y a pour moi ça, et ça rentre aussi dans la catégorie médiocrité. Mais voilà, et il y a aussi le confort de la facilité du pouvoir. Enfin, en fait, si on regarde l'histoire de la montée du fascisme, que ce soit en Allemagne ou en Italie, par exemple, la bourgeoisie a toujours été au service de la montée du fascisme, plutôt Hitler que le Front populaire, tout ça. Hein. Le journalisme, c'est une caste bourgeoise. On est une corporation bourgeoise. Enfin, je veux dire, faut pas se voiler la face. Le journalisme est une corporation bourgeoise. Le journalisme, en tant que corporation bourgeoise, est au service des intérêts de la bourgeoisie, dans son immense majorité, et la bourgeoisie préférera toujours le fascisme à l'ancienne, c'était le communisme, mais de manière générale, à la gauche. Quoi. Sur ces belles paroles, un grand tonnerre d'applaudissements. Merci.